À la une de l'actualité, le gouvernement burkinabé face aux acteurs privés dans la capitale économique Bobo-Dioulasso, sous le patronage du Premier ministre, s'est ouverte ce matin la 22e édition de la rencontre nationale gouvernement secteur privé. 2 jours de travaux relatifs au développement des infrastructures pour mieux rendre l'économie nationale souveraine. L'ouverture de la session en début de journal. Situation sécuritaire au Mali, des médias occidentaux attaquent le pays depuis quelques jours maintenant. À travers de fausses informations véhiculées, ils font état d'un certain blocus djihadiste de Bamako, la capitale. Des fake news au moment où le président Goïta lance la construction de 15 hôpitaux régionaux. La vie se poursuit normalement. Nous serons en direct de Bamako dans ce 20h. Après le 15e FEDSIL soutenu par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, les recherches et les innovations s'intensifient dans tous les secteurs ou presque. C'est le cas de l'environnement à l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso avec le professeur Paulin Wouba. Il est à la base d'un sanctuaire scientifique qui redonne vie à des espèces rares. Zoom sur ce jardin botanique dans cette édition. Voilà décliner les titres. Bienvenue. Ouverture de la 22e rencontre nationale annuelle gouvernement secteur privé. Les travaux ont débuté ce matin à Bobo-Dioulasso à travers des échanges sur l'environnement du secteur privé, son apport à l'économie ainsi que les réformes à apporter pour être en phase avec la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour cette édition, la réflexion porte sur le développement des infrastructures pour une économie durable. 2 jours d'activité lancés par le chef du gouvernement, Betty Bienao, Ali Traoré. Pour une économie plus forte et un développement à la hauteur des attentes du Burkina Faso, le secteur privé doit jouer pleinement sa partition. C'est la piqûre de rappel faite ici par le Premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo qui préside la 22e édition de la rencontre nationale gouvernement secteur privé. Une rencontre qui s'ouvre au moment où les 2 parties devraient s'accorder sur plusieurs aspects pour être en phase avec la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. J'invite le secteur privé burkinabé à faire du patriotisme économique un véritable credo. Investir chez nous, produire chez nous, consommer ce que nous fabriquons, voilà l'expression la plus noble de l'amour de la patrie. Notre génération a le devoir de poursuivre le combat des bâtisseurs de la nation, ceux qui ont cru avant nous à la dignité du travail et à la souveraineté du peuple. Aujourd'hui encore, sous le leadership du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons l'opportunité historique de réconcilier la production, la dignité et la liberté. C'est à cette tâche que nous convie le thème de cette rencontre. À cette rencontre de 2025, le gouvernement et le secteur privé vont durant 2 jours se tabler sur le thème du développement des infrastructures, enjeux, défis, engagement patriotique pour une économie durable. Le choix de ce thème s'explique par la faiblesse des investissements privés dans la réalisation d'infrastructures adaptées dans des domaines clés tels que l'énergie, les technologies de l'information et de la communication, l'industrie et les transports. Cette problématique ne peut être résolue que par un dialogue public-privé renforcé, adossé à des axes stratégiques clairs et ambitieux. Les infrastructures sont le socle de notre souveraineté. Elles relient nos peuples, soutiennent notre production et affirment notre indépendance face aux aléas extérieurs. Chers camarades, le développement de nos infrastructures permet de connecter nos territoires, de fluidifier les échanges, mais surtout de donner de la valeur à notre production nationale. L'objectif n'est pas seulement de construire, mais de transformer ce que nous produisons, d'industrialiser nos ressources et de faire de nos infrastructures les artères d'une économie souveraine et autosuffisante. La feuille de route étant tracée par le gouvernement, au secteur privé maintenant d'œuvrer pour l'atteinte de ses objectifs. À cette rencontre, les acteurs sont plus que jamais déterminés à joindre l'acte à la parole pour relever ces défis. Le secteur privé va disposer, dans le cadre du partenariat public et privé, à accompagner la mise en œuvre de projets structurants d'infrastructures indispensables aux ambitions économiques de la révolution progressiste et populaire impulsée par le chef de l'État. Excellent Monsieur le Premier ministre,
Avant de prendre mon propos, je voudrais vous rappeler l'espoir et la confiance du secteur privé burkinabé, nourri pour l'avenir économique de notre pays. Les acteurs économiques restent profondément persuadés que la force et la volonté de progrès du peuple burkinabé, sous le leadership éclairé du camarade président du capitaine Ibrahim Traoré, transcendent l'importance des défis auxquels le pays fait face. Voilà qui devrait permettre à l'économie burkinabé de connaître un boom en avant. Les concertations vont se poursuivre sur d'autres sujets en lien avec la souveraineté du pays des hommes intègres. De cette rencontre entre le gouvernement et les acteurs du monde des affaires, les attentes des acteurs économiques sont nombreuses. Elles se résument aux apports et pistes de solutions pour un développement inclusif. On voit cela avec Lamine Karantao, Siriki Milego et Kadouro Menki. La traditionnelle messe gouvernement-secteur privé ouvre ses portes cette année sous le thème développement des infrastructures, enjeux, défis et engagements patriotiques pour une économie durable. Un thème en phase avec les préoccupations de l'heure selon les acteurs du monde de l'économie. Depuis les éditions passées, on n'a pas eu ce genre de thème. Donc le thème pour les infrastructures, vraiment est la bienvenue. L'actualité et le moment que nous vivons actuellement, c'est les infrastructures, encourager le secteur privé à investir dans l'industrialisation, les infrastructures, c'est très important et nous sommes très satisfaits en tout cas du thème. Je salue le thème, c'est très salutaire, c'est très bien réfléchi. Parce qu'aujourd'hui, qui parle de développement économique et social, qui parle de développement du climat des affaires, parle d'infrastructures. Parce que si nous déployons des usines au Burkina Faso, si nous créons des entreprises, nous avons besoin de routes et d'infrastructures pour relier nos produits finis aux consommateurs et aux distributeurs. Donc je crois qu'il est de bon ton quand on regarde ce sujet. Pendant 2 jours, autorités gouvernementales et acteurs du secteur privé vont échanger sur les défis et les opportunités économiques. C'est une opportunité pour les opérateurs économiques et nous, les jeunes commerçants, les petits commerçants du secteur informel, de pouvoir participer à ces genres d'activités en face avec le Premier ministre pour discuter l'enjeu de l'économie de Burkina Faso. Ce que nous attendons, c'est vraiment nous aider vraiment à payer nos produits transformés. Ça peut être reversé dans les casernes, dans les universités, les écoles primaires, tout ça là. Voilà, c'est tout ce qu'on attend. Puisqu'on a problème d'écoulement. Voilà, on produit mais ça ne sort pas. Mobilisation des ressources, promotion des partenariats publics-privés et nécessité d'un engagement patriotique dans la construction d'infrastructures durables sont autant de sujets qui vont passer à la loupe. État comme secteur privé, tous espèrent que les conclusions de cette rencontre vont contribuer à améliorer le climat des affaires et à consolider la souveraineté économique du pays. Et puis, le port sec de Bobo-Dioulasso se tourne désormais vers de nouveaux défis. Il a bénéficié de la part du gouvernement d'un projet de réhabilitation et d'extension de ses infrastructures. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce lundi sous le haut patronage du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le point avec Bourema Kane et Ismaël Satunepari. Le port sec de Bobo-Dioulasso présente un nouveau visage. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo est là pour inaugurer cette infrastructure moderne dédiée à la réception et au traitement des marchandises. Une infrastructure dont l'extension et la réhabilitation émanent de la volonté des autorités à faire de cette plateforme un véritable vivier de l'économie nationale. Et avec justement l'augmentation des capacités d'accueil des marchandises, alors la douane réalise, ou du moins elle a réalisé en 2024, 220 milliards de recettes. Alors en termes de chiffres, il faut dire qu'avec la construction suivie de l'extension et de la réhabilitation, cette infrastructure a permis de créer 600 emplois directs et indirects et traite environ 2,5 millions de tonnes
de marchandises par an, transportées par plus de 55 000 camions et plus de 6 000 véhicules qui sont traités sur cette plateforme. Pour vous dire que c'est un événement majeur qui contribue à augmenter les capacités d'accueil et de traitement des marchandises et en même temps à faciliter en tout cas l'activité des opérateurs économiques. Ce joyau vient offrir un cadre propice qui va donc permettre à nos collègues d'être dans des conditions optimales pour la collecte des recettes. Et c'est pas sans dire que lorsque vous avez donc des conditions nécessaires pour accomplir formalités douanières dans de bonnes conditions, cela va impacter positivement donc le recouvrement des recettes. Et c'est là le rôle dynamique de la Chambre de commerce par rapport aux infrastructures qui permettent effectivement d'avoir des infrastructures marchandes pour les opérateurs économiques, les commerçants, les secteurs privés de manière générale, afin qu'il y ait une fluidité dans le trafic qui se passe dans notre pays. Et pour accroître la capacité de cette nouvelle plateforme, les travaux ont consisté entre autres à la réalisation de voiries, des bâtiments multiservices, des magasins et l'installation d'un pont bascule de 100 tonnes. Il s'agit de faire une extension sur 20 hectares et de faire un aménagement sur l'existant, 19 hectares, donc un total de 40 hectares. Et l'AGETIP était le maître d'ouvrage délégué. Il avait à son compte la gestion de la mission de contrôle, d'exécuter 3 km de voies en béton armé continu. 3 km de caniveaux toutes revêtues, 5,7 km de voiries techniques, de caniveaux techniques pour les réseaux, 27 hectares de pavés pour les îlots et les heures techniques, 3 plateformes pour le stockage de marchandises. À cette cérémonie, la gendarmerie reçoit de la part de la Chambre de commerce 25 motos et un véhicule pick-up pour booster le travail de sécurisation sur le terrain. Un geste bien accueilli par les premiers responsables de la gendarmerie. Depuis quelques jours, le journal Jeune Afrique et d'autres médias impérialistes s'acharnent sur la transition malienne à travers des fake news sur la situation sécuritaire. Des médias qui diffusent de fausses informations sur un certain blocus djihadiste de Bamako. Pourtant, il n'en est rien. Les autorités vaquent sereinement à leurs occupations avec le lancement officiel ce lundi de la construction de 15 hôpitaux régionaux par le président Assimi Goïta à Addis Abeba. Bamako en temps réel, ce lundi 10 novembre 2025. Le président de la transition, Assimi Goïta, lance officiellement la construction de 15 nouveaux hôpitaux de district à travers le Mali. Une étape majeure franchie dans la refondation du système de santé malien. Pendant que les autorités maliennes déroulent leur programme de développement sur le terrain, pendant que les populations vaquent tranquillement à leurs occupations, des informations fabriquées de toutes pièces, et ce, loin de Bamako et souvent au-delà du continent africain, font état de blocus terroristes. Des médias comme Jeune Afrique, championne des fake news sur la situation au Sahel, font état d'une prise imminente de Bamako par le groupe de soutien aux musulmans et à l'islam Jinim, affilié à Al-Qaïda. Et dans cette aventure de désinformation et de déstabilisation par les fake news, ce sont des médias français, TV5 Monde, TF1, RFI, France Info et que sais-je encore, qui sont à la manœuvre. Sur leur site actuellement, ce sont des fausses informations diffusées en boucle, alors qu'ils n'ont aucun correspondant sur place au Mali, mais ils fabriquent des fausses informations avec pour but de saper les efforts des autorités de la transition. Tous ces médias ne font que de la propagande au profit des groupes armés terroristes, soutenus par des communicants français, frustrés d'avoir perdu le contrôle du Sahel, ainsi que toutes ses richesses. Les autorités françaises ont d'ailleurs appelé leurs ressortissants à quitter Bamako dès que possible, en s'appuyant sur des informations erronées sur la dégradation de la situation sécuritaire. Toutes ces fausses informations et manipulations de l'opinion sont une nouvelle tentative de déstabilisation du Mali, mais Bamako n'est sous aucun blocus terroriste. Mieux, la capitale du Mali est sous contrôle. Et pour en savoir davantage sur la situation au Mali, il suffit de faire un tour sur les sites des médias autres que français. Vous y trouverez des informations vraies qui démontrent à souhait que Bamako n'est sous aucun blocus.
Restons au Mali pour plus d'informations sur la situation avec Badié Aïdara, analyste malien. Bonsoir. Bonsoir. Des informations font état d'un blocus de Bamako, la capitale. Vous êtes sur place. Quelle est la situation ce soir? Alors, la situation ce soir s'améliore fortement. Les enfants ont repris l'école aujourd'hui. J'ai eu moi-même à aller déposer mes enfants à l'école, comme tous les parents au Mali. L'école a été reprise, donc les enseignants, les familles ont pu déposer les enfants à l'école. C'est la preuve que tout le monde a le carburant. Donc, depuis quelques jours, la situation s'améliore fortement. Nous arrivons à nous approvisionner en carburant, raison pour laquelle les cours ont pu reprendre carburant. Et je peux vous assurer même qu'il y a même des embouteillages qui commencent à se faire sentir sur les routes. En tant qu'analyste politique, quel regard portez-vous sur ces fausses informations diffusées par les médias occidentaux et quels sont leurs objectifs recherchés à travers ces fake news? En réalité, ces fake news sont des outils de la guerre informationnelle et la guerre de propagande qui est menée contre les pays de l'AES depuis que nous avons décidé de prendre notre destin en main. Ces fake news ont pour information de faire paniquer la population, de créer une crise de confiance entre les populations et leurs dirigeants. Je vous rappelle que si on a vu ces pénuries et ces longues files autour des stations-service, c'est bien évidemment à cause de ces fake news-là qui ont circulé sur les réseaux sociaux afin de créer la panique pour que tout le monde aille dans les stations pour essayer de remplir les bidons, les carburants. C'est vraiment ce qui a aggravé cette crise-là. Donc, ces fake news sont partie des outils de guerre classiques. S'ils n'arrivent pas à faire des percées sur le terrain, sur le plan militaire, forcément, ils utilisent ces outils de propagande qui ont pour objectif de créer la panique, de créer l'apocalypse et de déstabiliser socialement, économiquement et politiquement nos pays. Autrement, est-ce qu'on peut dire que ces fake news sont une stratégie courante utilisée par les terroristes et les messages mensongers pour ternir l'image des pays de l'AES? En réalité, comme l'a dit une fois le ministre de la Défense au Mali, c'est que la guerre contre le terrorisme, si on enlève les fake news et la guerre d'information, le problème devient très simple à traiter. Et donc, les terroristes ont l'art de terroriser, c'est-à-dire de véhiculer la haine, la peur à travers des informations. Ils utilisent des fausses images, des images trafiquées, de l'intelligence artificielle pour créer la terreur, véhiculer des mauvaises informations. Et c'est des outils classiques qui sont utilisés par la terreur, par les terroristes. Mais derrière les terroristes, il y a des puissances étrangères qui utilisent ce terrorisme-là comme des instruments géopolitiques pour déstabiliser nos pays. Nous nous rappelons déjà ces différentes propagandes qui ont eu lieu dans nos pays. Quand on parle de la crise de 2012, on se rappelle qu'on a eu affaire à ce même genre de propagande qui a débouché sur l'appel par les autorités maliennes de l'armée française pour intervenir. Donc, nous savons tous que les autorités françaises qui étaient là, l'armée française, a pour objectif de revenir sur le terrain. Pour que cela soit possible, il faut qu'elle crée des fake news, un sentiment de chaos pour que les gens se retournent vers elle et que les gens perdent confiance en nos autorités qui font un travail incroyable pour juguler cette crise complexe. Et c'est pour ça qu'il est l'occasion de préciser et de dire aux populations de faire extrêmement attention à ces fake news-là et d'éviter de les relayer et de s'en tenir aux informations officielles. Sinon, en cas de panique et de crise, les premiers perdants seront les populations de l'AES. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. On vous reviendra certainement pour d'autres informations. Notre interlocuteur vient de le confirmer. Les cours ont repris ce matin au Mali. Dans le district de Bamako et dans le reste du pays, élèves, étudiants et enseignants ont bel et bien repris le chemin de l'école après 2 semaines de suspension des cours suite à la crise du carburant. Le constat avec Fademba Keita. Élèves et enseignants en venant en aussi grand nombre au groupe scolaire Mamadou Diarra de Médina Koura de l'Académie d'enseignement rive gauche du sud de Bamako entrevoient la fin progressive de la pénurie de carburant
qui a occasionné les 2 semaines de suspension des cours. Dans les classes, les encadreurs sont à la tâche. Les élèves suivent et participent aux cours, ce qui signifie que l'enseignement scolastique est une méthode d'apprentissage révolue qui a belle lurette cédé sa place à l'approche interactive. Le ministre de l'Éducation nationale se joint aux formateurs, apprenants, parents d'élèves, partenaires et autorités scolaires pour afficher son optimisme. La reprise elle est effective ce matin. Les salles ont refusé du monde, j'allais dire. Les élèves sont venus en rang serré. Les écoliers ont repris le chemin de l'école. La situation, elle s'améliore. Certes, on avait été perturbé, mais des mesures fortes ont été prises pour que cette perturbation soit surmontée. Elle l'a été. Nous reprenons au niveau en tout cas de l'école ce matin les activités éducatives. Nous sommes prêts à relever les défis pour que les enfants puissent reprendre les cours d'abord et atteindre les niveaux normaux des nombres de semaines que les enfants doivent prendre pour terminer l'année académique 2025-2026. La reprise des cours est effective dans toutes les académies d'enseignement du pays, confirme le cabinet du ministère. Cette rentrée dont je viens de constater l'heureuse effectivité dans cette belle école, elle est fortement présente, la rentrée, partout sur le territoire national. Tout le monde a pris le train de la reprise en marche. L'éducation étant une priorité nationale et la clé de l'avenir du pays, nous avons bon espoir que le planning de distribution et de stockage de carburant entrepris par l'État facilitera l'exécution sans peine du nouveau calendrier des cours élaboré pour combler le retard accusé. Au Niger, les mobilisations de soutien au président Tiani se poursuivent. En visite de travail dans la région de Dosso, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a assisté à un meeting à Gaïa. À travers ce rassemblement, les organisateurs veulent témoigner leur engagement au président. Manu El Sido. Accompagné des membres du CNSP et du gouvernement, des hautes personnalités civiles et militaires, puis du gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, a en partance sur Gaïa marqué un arrêt au niveau de l'embranchement du site du chantier du complexe pétrochimique situé à environ 40 km de la ville de Dosso, non loin du village de Chigouroukwara, où les populations sont sorties massivement pour lui exprimer toute leur fierté et leur gratitude pour le choix porté sur leur entité pour abriter cette importante santé stratégique pour notre pays, comme d'ailleurs elles ont eu à le faire tout au long du trajet. À l'entrée de Gaïa, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, après être accueilli par les autorités administratives et coutumières, où il a eu droit aux honneurs militaires présentés par un détachement de la garde nationale, a été émerveillé par la forte mobilisation des populations de Dandi qui, malgré la longue attente, ont pu résister pour lui réaffirmer une fois de plus leur parfaite adhésion pour ces multiples initiatives en faveur des laborieuses populations du Niger en général et celle de la région de Dosso en particulier. Au cours du meeting animé dans la ville de Gaïa, les autorités administratives locales et traditionnelles ont dans leurs interventions exprimé toute leur satisfaction aux autorités de la refondation. Cette mission de travail restera gravée dans la mémoire collective du Dandi et même dans toute la région de Dosso. Je tiens à réaffirmer toute notre gratitude à son Excellence, le président de la République, chef de l'État, pour sa présence parmi nous, symbole d'un engagement fort envers l'agriculture de notre économie et notre culture. Votre visite témoigne de votre soutien indéfectible à nos projets de développement et à notre recherche constante d'innovation pour améliorer la vie de nos concitoyens. Le département de Gaïa, par sa position géographique sur le fleuve et le Dalol Foga, est une référence dans la grande irrigation qui constitue votre cheval de bataille pour une souveraineté alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Les résultats de cette initiative sont déjà palpables dans notre département. C'est pourquoi la population salue et accueille avec fierté la réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole de Sokongi, Birni et le processus engagé par les périmètres irrigués de Kessa, Gatouani 1, Gatouani 2, sous votre impulsion. Dans son intervention,
Le président de la République, chef de l'État, a évoqué plusieurs importants sujets de l'heure, dont la sécurité et la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Parlant du premier point, le général d'armée Abdrahmane Tiani dira que notre pays, le Niger, que nous avons hérité de nos braves ancêtres, ayant combattu farouchement la pénétration coloniale, ne baissera jamais la garde. C'est pourquoi il a lancé un appel en direction de l'ensemble des Nigériens pour qu'ils restent unis comme un seul homme derrière leurs autorités et leurs vaillantes forces de défense et de sécurité pour faire échec à toute tentative de déstabilisation de notre patrie en conservant jalousement leurs valeurs traditionnelles, sociales et culturelles et en s'adonnant pleinement aux œuvres de construction nationale tout en se basant sur nos propres efforts. Fadan Gourma, où le personnel de la circonscription d'éducation de base de Fada 1, les réseaux de communication pour le pastoralisme Recopa, les commerçants et une organisation féminine offrent du ciment à Faso Mebo, mais également de l'eau et autres matériels, des dons soutenus par de la main-d'œuvre. Compte rendu de la remise avec Aruna Kabouri, Dandi David Banga. Loin des bureaux et des salles de classe, les personnels de la circonscription d'éducation de base Fada 1 sur le site de Faso Mebo. 8 tonnes de ciment et un bon de gasoil de 55 000 francs CFA mobilisés pour l'initiative présidentielle Faso Mebo. En tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, nous nous sentons vraiment interpellés parce que nous agissons sur les jeunes âmes, les enfants. Donc c'est sûr que nous allons leur parler de l'initiative Faso Mebo, mais ça sera encore plus parlant si nous-mêmes nous venons participer à cette initiative. Autre groupe de donateurs, le réseau de communication pour le pastoralisme Recopa et la coopérative Amsorni offrent respectivement 1,5 tonne et 5 sacs de ciment. Tous ceux qui ont intérêt dans la filière pastorale s'est retrouvé dans un débat. À la suite, les participants ont pris l'initiative de faire un geste à Faso Mebo, cotisé, et ont obtenu une demi-tonne de ciment. Le Recopa a voulu les accompagner en y ajoutant 1 tonne de ciment. Nous avons apporté un geste et en plus nous invitons les autres coopératives femmes de Gourier à venir, même s'ils ne peuvent pas apporter quelque chose, au moins venir aider pour les travaux. Sur le site, des dons individuels sont également enregistrés. Nous sommes venus ce matin répondre à son appel et donner notre contribution aussi avec du ciment, 1 tonne de ciment. Moi, en tant que fille du Bouloumou, avant même l'arrivée de Faso Mebo à Fada, pendant la saison, j'avais déjà essayé de boucher les trous qui se trouvaient sur le goudron. Là. Donc moi, ça me concerne plus. Les donateurs du jour d'inviter donc la population à se mobiliser davantage autour de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Cap sur le Dioro où les forces de défense et de sécurité prônent la cohésion sociale entre elles et avec les populations à travers un cross chaque mois. Pour ce mois, l'événement se tient à la police municipale de Gawa. Il s'agit d'un cross populaire mensuel suivi d'aérobic pour maintenir les participants dans une excellente forme physique. Le reportage de Elvis Tuna, ici Judicaël Pouda. Renforcer les liens de fraternité entre corps des forces de défense et de sécurité, renforcer la collaboration avec la population, ce sont les objectifs du cross mensuel organisé par le commandant d'armes de la place. C'est une activité que nous menons généralement à la fin du mois. Et cette fois-ci, ça tombe à quelques jours de la fête de 65 ans des forces armées nationales. Donc nous avons fait ce matin un petit cross suivi d'une séance d'aérobic. Donc vous nous donnez l'occasion de dire merci à la population du Dioro, de la région du Dioro, qui nous ont soutenus depuis le début de la crise jusqu'à maintenant. Ce n'est pas encore fini, nous sommes ensemble et ensemble nous donnerons le coup de grâce à l'ennemi. Cette activité tournante réunit toutes les entités des corps habillés et c'est au tour de la police municipale d'accueillir les coureurs du jour. En tout cas, ça a été une joie pour nous d'accueillir le public. Et aussi, on a pu constater qu'il y a eu une forte mobilisation, l'ambiance a été très bonne. À travers l'engouement qui a pu se dérouler, en tout cas, on sent une cohésion et le souhait est que cela se perpétue continuellement. Pour ce cross, c'est un circuit d'environ 3 km qui est bouclé par les coureurs dans une ambiance féerique et dans l'attente du prochain cross suivi d'aérobic qui sera accueilli par la police nationale.
Le président du comité international du mémorial, Thomas Sankara, a officiellement installé le bureau régional du comité international du mémorial Thomas Sankara de la région du Nazinon dans ses fonctions. 5 membres dont le coordonnateur Aselira Bantira. L'équipe est chargée de la vulgarisation des idéaux et la mémoire du père de la révolution d'août 83. On voit cela avec Bernard Kombelem et Fanta Ouattara. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, les apatrides, honneur au peuple. Aselira Bantira est le tout premier coordonnateur du bureau régional du comité international du mémorial Thomas Sankara CIMTS dans la région du Nazinon. Installé par le président du CIMTS, Aselira Bantira et son équipe ont la tâche de faire rayonner l'héritage du président Thomas Sankara dans la localité et à renforcer l'ancrage des idéaux de la révolution progressiste populaire qui tire son essence de la révolution démocratique et populaire. Nous allons mener des sensibilisations, des panels. Nous allons créer au sein des écoles des clubs Thomas Sankara et nous allons avec nous allons mener des sensibilisations au niveau des différents villages pour leur dire ce que c'est que la révolution, leur parler de Thomas Sankara, leur parler de la vision de Thomas Sankara et qu'est-ce qu'il voulait apporter au Burkina Faso. La vision affichée touchait toutes les couches sociales sans distinction. En valorisant la mémoire du père de la révolution d'août 83, le CIMTS entend promouvoir les valeurs qui incarnaient l'homme pour les générations actuelles et futures. Nous faisons la jonction avec le bonheur de notre peuple, avec tout notre engagement à nous battre pour la patrie et à lutter pour une Afrique libre, souveraine et pour un monde meilleur. Et c'est à cela que le comité régional s'investit. Le coordonnateur et les membres de son bureau s'engagent à perpétuer la mémoire du président Thomas Sankara partout dans le Nazinon. Jacques Sosten Dengara, patron de cette cérémonie représentée ici, marque sa disponibilité à accompagner le bureau pour que l'héritage de Thomas Sankara rayonne à jamais dans le cœur des filles et fils du Nazinon. Cette cérémonie marque le début d'une série d'installations. Repartons à Farangourma pour le lancement de la phase 1 de la vaccination contre la poliomyélite. Elle est couplée à la supplémentation en vitamine A, le déparasitage interne et le dépistage de la malnutrition. Cette campagne concerne près de 500 000 enfants âgés de 0 à 59 mois des régions du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa. Débutée le 7 novembre 2025, elle s'étale sur 4 jours dans 26 districts sanitaires du Burkina. Désiré Iliboudou et Joël Tendambiga. À travers l'administration de ces gouttes de vaccin oral, Dame Salamatou Lankwande vient de protéger son nourrisson contre la poliomyélite. Ce acte marque le début d'une campagne de vaccination qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d'élimination de la poliomyélite Round 1 et la promotion de la bonne nutrition chez les enfants. L'initiative est portée par le ministère de la Santé. Le bien-être de mon enfant. Je sais qu'en suivant tout ça là, l'enfant grandissait avec une bonne santé. Bouter un certain nombre de maladies au niveau de notre région, la poliomyélite et également un déparasitage contre la malnutrition et également la supplémentation en vitamine A à l'endroit des enfants de 0 à 59 mois. Les autorités coutumières, administratives, ainsi que les partenaires techniques et financiers se mobilisent pour renforcer la communication autour de l'événement. L'UNICEF, l'OMS, Hélène Keller et l'ensemble des partenaires techniques et financiers se tiennent toujours aux côtés du gouvernement pour tout ce qui est la défense, la promotion des droits des enfants. Alors en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de vaccination qui a pour objectif de renforcer l'immunité des enfants de moins de 5 ans. C'est l'occasion pour moi de vous engager toutes et tous en tant que vecteur d'information pour la mobilisation et la participation de la population aux activités pour une région sans poliomyélite et malnutrition. Les équipes mobiles passeront dans les quartiers, les marchés, les églises et mosquées et interviendront également sur les sites fixes avec pour objectif de ne laisser aucun enfant en marge de cette campagne de vaccination contre la poliomyélite. Elle se déroule du 7 au 10 novembre 2025
sur toute l'étendue du territoire national. Des chercheurs qui trouvent, on en trouve au Burkina, notamment à l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Dans le domaine de l'environnement, sous l'impulsion du professeur Paulin Ouba, un jardin botanique allié à la technopole de l'université est passé d'un espace de conservation à un sanctuaire scientifique où des espèces rares retrouvent vie. Le mécanisme mis au point force l'admiration, nous disent Betty Miénaon et Jérôme Tendano. Il fait de la préservation des espèces d'arbres en voie de disparition sa passion. Paulin Ouba, professeur titulaire de biologie et écologie végétale, plus de 25 ans de recherche, d'investissement personnel et d'immersion dans des forêts classées du Burkina Faso. Résultat, plusieurs espèces, dont le flacourcia, le Nuclea latifolia, l'Ozoria insinis, des arbres à forte valeur nutritive et médicinale. Ils sont désormais hors de danger grâce à ce jardin botanique érigé ici en plein cœur de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Un jardin botanique annexé à cette technopole pour ainsi placer la recherche au cœur des ambitions de transformation et d'industrialisation du Burkina Faso. Nous sommes en train d'utiliser donc l'huile de ces graines-là pour pouvoir traiter les peaux fragiles. Et particulièrement, nous voulons cibler les albinos là, qui ont une peau fragile. Ça veut dire que c'est déjà vérifié que son huile filtre les rayons ultraviolets. Cette espèce-là, c'est Nuclea latifolia, ou bien encore Sarcocephalus latifolia. Alors donc, c'est une espèce qui va connaître un usage beaucoup plus accru dans le domaine socio-économique du Burkina et même dans les soins. Parce que le fruit est utilisé pour traiter l'insuffisance rénale. C'est que nous sommes en train de vouloir vérifier. Maintenant, nous sommes en train de faire donc des bonbons à partir avec les fruits de cette espèce-là, comme complément alimentaire, ce qui va permettre donc aux populations de consommer ces bonbons-là, tout en peut-être se soignant. Cette espèce, c'est Flacourcia indica, c'est une espèce qui commence à occuper une place très importante dans l'économie du Burkina. Ça connaît un début d'industrialisation, parce que ces fruits sont valorisés dans la production du jus. Et le jus est utilisé dans les soins de certaines maladies, comme par exemple la strangurie, ça veut dire ceux qui ont des difficultés à uriner là. Alors ceux qui ont la rate enflée aussi, les jus du fruit sont utilisés pour traiter ce type de maladie là. L'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso fait ainsi des merveilles, se positionnant à l'avant-garde de la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. D'où cette visite du ministre professeur Adima Chombiano. Ici, le principe est clair. Tout produit proposé à la population obéit aux exigences des itinéraires techniques. Nous avons en face de nous des produits que nous avons pu récolter sur le terrain ici et que nous avons produits au niveau de notre technopole et que nous avons non seulement l'expertise en termes d'enseignants et aussi l'expertise en termes d'étudiants pour pouvoir produire, mais aussi pouvoir vérifier la qualité de ces produits que nous mettons en bouteille. Ce qui est vraiment très rassurant pour notre population. Là, on a des produits vraiment endogènes où on a la possibilité nous-mêmes de pouvoir montrer la qualité de ces produits. Ce sanctuaire de la biodiversité est donc un tremplin pour les aspirants de la recherche scientifique. Ces doctorants, inspirés par leurs dévanciers, encadrés par le professeur Ouba, sont déterminés à sauver plusieurs espèces d'arbres, parmi lesquelles les orchidées. Je travaille sur les orchidées, qui sont des espèces très peu connues au Burkina Faso. Donc il n'y a pas eu grande étude sur cette espèce, à part celle emboîtée par le professeur Tombiano, l'actuel ministre de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Et actuellement, on a décidé d'approfondir et cela nous a permis de pouvoir découvrir une nouvelle espèce qui n'avait jamais été encore mentionnée dans la liste des floristiques du Burkina, Abenara filicornis. Là, c'est la tige de l'espèce qui est souterraine et là, c'est la feuille de l'espèce. Voilà. Et pour le moment, on ne peut pas avoir de fleurs parce que la période de floraison est passée et elle est en période d'hibernation végétative. Je travaille sur la conservation de 3 espèces médicinales. Voilà, ça c'est une des espèces. Il y a 2 autres que j'ai pu transplanter dans le jardin. On a d'abord fait les essais de multiplication
végétatives, le bouturage, le marcottage et les semis par grains. La particularité de ma recherche, en fait, c'est de conserver les deux espèces dont j'ai dit, Erythrina sigmoidea et Erythrina senegalensis, allant de l'usage, l'écologie et les modes de reproduction. Voilà, si l'espèce est menacée, il ne s'agit pas seulement de le transplanter ici, mais de voir comment on peut le multiplier dans les jours à venir pour que l'espèce puisse être domestiquée et voire même utilisée à d'autres fins. Grâce à ce jardin botanique, la Technopole propose des produits prisés par les consommateurs, avec une perspective promoteuse pour la préservation du patrimoine forestier du Burkina Faso. Mais pour certaines espèces, il faut de l'humidité en permanence. Alors, achevons ce courage de plusieurs années et donnons au jardin botanique de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso tout son éclat. 7e édition de la journée nationale de l'arbre tenue dans la région du Nazinon, la région traduit sa reconnaissance envers les personnes physiques et morales à travers des distinctions. C'est à la nuit de la reconnaissance organisée par le comité d'organisation régionale de la journée nationale de l'arbre 2025. Les temps forts avec Bernard Kombelem et Fanta Ouattara. Leur nom figure désormais sur la liste des militants pour un Burkina vert. Ils se sont distingués par leur engagement, leur leadership pour la réussite de la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre 2025 dans la région du Nazinon. Yacouba Porgo, lieutenant des eaux et forêts, reçoit le trophée du meilleur agent du public. Le trophée du meilleur agent du secteur privé revient à Abdou Dakisaga et le trophée de la commune la plus verte revient à la commune de Nobéré. Nobéré a planté près de 27 000 pieds, voilà, en une journée et en une heure. C'est une satisfaction pour moi, la commune, voilà, parce que c'est grâce aussi à beaucoup d'acteurs que justement nous recevons ce prix. Au cours de cette campagne de déforestation, nous avons accompagné plusieurs acteurs, en tout cas dans la mise en terre des plants et l'entretien des plants qu'ils ont mis en terre. Cette distinction, c'est pour dire que le travail qui était déjà fait est bon. Et maintenant, il faut continuer dans cette même lancée et essayer d'améliorer s'il le faut. Et les partenaires de l'édition 2025 de la GNA repartent avec des attestations de reconnaissance. Pour le gouverneur de la région, les résultats engrangés dans le reverdissement sont le fruit de la mobilisation de l'ensemble des corps constitués de la région. Je lance un appel à toutes les communautés, à toutes les composantes socio-professionnelles du Nazinon à renforcer la dynamique impulsée pendant la GNA 2025. Pour un Burkina Faso vert, résilient et prospère, le Nazinon s'engage. Le chef du département en charge de l'environnement, Roger Barreau, accompagné du directeur de cabinet du président du Faso, salue la tenue de cette nuit de reconnaissance au niveau des concentrés, une première depuis la création des Journées nationales de l'arbre. Il était de bon temps que nous puissions venir en tant que membres du gouvernement, voilà, pour soutenir cette idée qui renforce la cohésion et qui nous met sur la bonne voie de célébrer ce que nous avons fait de bien. Si vous avez une reconnaissance ce soir, il faut continuer. Parce que la meilleure reconnaissance, c'est de continuer à faire ce qu'on a fait pour que nos communautés changent de visage et que le sourire puisse se lire sur les lèvres de tout le monde. Pour une région du Nazinon plus verte, plus d'1 360 000 plants ont été mis en terre, répartis entre les 19 communes que compte la région. Le département de Kokologo dans la province du Boulkiemde se dote de nouvelles infrastructures scolaires au profit des élèves. D'un coût de réalisation de 140 millions de francs CFA, la nouvelle école bioclimatique à zéro énergie de Kokologo C est une initiative de l'ONG Le Soleil dans la main à travers le projet Big Venom et une collaboration du ministère des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg. L'inauguration avec Siedi Laréenne et Sayouba Souri. École primaire publique Kokologo C, un nouveau complexe scolaire qui vient renforcer les capacités d'accueil des élèves. L'école de type bioclimatique est composée de 2 bâtiments de 6 classes, une salle de réunion, un bureau et un magasin. Le tout bien équipé. Le joyau
d'une valeur de 140 millions de francs CFA est financé par l'ONG Le Soleil dans la main en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg. La particularité de ce bâtiment, c'est le bioclimatisme. Le bioclimatisme est le zéro énergie. Donc il est construit en matériaux locaux et il ne demande pas d'électricité pour fonctionner. Ce bâtiment, par rapport aux autres bâtiments, a beaucoup plus de confort dans le thermique, dans l'acoustique, dans la ventilation et aussi dans l'évacuation du CO2. Et aussi ces arbres plantés tout autour du bâtiment permettent de créer un microclimat autour du bâtiment, d'avoir un environnement agréable et sain. Cette cérémonie consacre l'inauguration de l'école primaire publique Kokologo C. Un moment de ferveur et de reconnaissance pour la population de la localité. Au parloir, tous saluent l'initiative de l'ONG Le Soleil dans la main. La nouvelle infrastructure vient améliorer les conditions d'enseignement. Celles-ci auront sans doute un impact positif sur les résultats scolaires. L'environnement est stable et confortable, ce qui contribuera au bien-être des élèves ainsi qu'aux enseignants. Au niveau de Kokologo ici, nous avons Kokologo A, Kokologo B qui avait déjà des effectifs assez prohibitifs, mais avec ce qui est réalisé ici, ça permet de désengorger les deux premières écoles pour permettre en tout cas à ces enfants, à ces élèves, à ces enseignants-là d'évoluer dans des conditions maximales de travail. La cérémonie est également le lieu pour encourager les acteurs qui s'investissent pour une éducation de qualité. L'école primaire publique Kokologo C est la 6e réalisation d'infrastructures bioclimatiques de la province du Burkina. Depuis 20 ans, l'ONG agit aux côtés des communautés burkinabées pour des infrastructures adaptées aux réalités écologiques et sociales. La direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Nayala célèbre l'excellence scolaire. À la faveur d'une journée d'excellence, les meilleurs élèves des examens et concours, les enseignants et autres acteurs de l'éducation sont distingués. Plus de 100 personnes et partenaires ont été primés. Sayouba Sori. Dans la province du Nayala, brillants élèves et encadreurs exemplaires reçoivent les honneurs de la communauté éducative. Au total, 105 personnes sont récompensées. Germaine Paré, maîtresse de la classe du CM2 au secteur 7 du Touman, est désignée meilleure enseignante. Elle reçoit une moto et une attestation de reconnaissance. En tant que lauréate, je suis très émue. Je dédie ce prix à l'école secteur 7 et à mon époux. Et je dis merci à tous. La province du Nayala, en organisant cette journée de l'excellence scolaire, assure la transcription tangible de la volonté du président du FASO pour promouvoir l'excellence scolaire axée sur la créativité, le savoir-faire, le savoir endogène. Pour le compte de l'année scolaire 2024-2025, le taux de réussite au CEP est de 90% dans la province du Nayala. Un résultat encourageant malgré le contexte sécuritaire difficile. Chaque acteur ici présent est invité à maintenir le cap en cultivant davantage l'excellence. C'est l'occasion pour moi encore d'inviter les acteurs à placer encore, à maintenir cette barre qui est très haute, 90% de CEP cette année, que l'année prochaine nous puissions être parmi les meilleurs du Burkina. Et le directeur provincial en charge de l'enseignement de base d'encourager et de féliciter les acteurs de l'éducation pour le travail abattu. La journée de l'excellence est également une occasion pour témoigner la gratitude envers les partenaires qui appuient les acteurs éducatifs pour une éducation de qualité. Récompense également des meilleurs élèves de la province de l'Ayaya. La journée d'excellence de la localité a vu les meilleurs élèves, les encadreurs et les partenaires de l'éducation célébrés par les responsables de l'éducation, à savoir la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle de la province. Compte rendu, Sayouba Sori. Des motos, des vélos et des kits pour les élèves
apprenants alphabétisés, enseignants, encadreurs et autres responsables d'école. Les pupilles de la nation ainsi que les élèves déplacés internes et en situation de vulnérabilité ne sont pas restés en marge. Une initiative de la Direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle de la région de Sirba pour magnifier l'excellence scolaire dans cette localité marquée par les défis sécuritaires. Alors, en organisant cette journée d'excellence, nous voulons remotiver et galvaniser davantage les acteurs de l'éducation, les apprenants de la province de l'Aïna à redoubler d'efforts pour faire d'eux des hommes de demain et aussi et surtout pour rendre ces acteurs et leurs apprenants très résilients. Avec 100% de réussite pour 80 candidats au CEP, Seydou Maïga de l'école de d'abaissement est désigné meilleur enseignant de la Nyanya. Et Essita Aro Tendano, meilleure enseignante pour son taux de 95,45% de réussite. Des résultats qui forcent l'admiration des autorités provinciales. Je les encourage à maintenir le cap, voilà, essayer de bouger cette société-là. L'année prochaine, voilà, ils puissent encore faire mieux, voilà, et que ça puisse également susciter d'autres acteurs à essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Au-delà des récompenses, la journée de l'excellence scolaire se veut un moment pour rendre hommage à tous les acteurs du monde éducatif. Des partenaires de l'éducation ainsi que le BIR 19 ont également été honorés à travers la remise de certificats de reconnaissance. Africa Mousso, édition 9 pour refermer ce 20h. Elle consacre Rokia Traoré Barrow Sanampoaka 2025. Elle a été élue parmi une trentaine de femmes battantes. Elle décroche le trophée plus 1 million de francs CFA. Le compte rendu de Pénédianou. Rokia Traoré Barrow est le Sanampoaka de Africa Mousso 2025. Évoluant dans l'agroalimentaire, la lauréate a su convaincre le jury par sa résilience et son engagement pour le développement du Burkina Faso. Elle obtient un trophée et la somme d'1 million de francs CFA. Je ne m'attendais pas, c'est la joie. Voilà, je suis très contente. Je suis très contente ce soir. Moi j'ai commencé depuis 1995. Donc c'est la persévérance qui paye. Je ne savais même pas que j'allais être là où je suis aujourd'hui. Elle nous est plus accrochée. Parce qu'elle transforme nos fruits et légumes. L'esthétique même de son travail au fait. Sinon elles toutes elles ont mérité, hein, mais celle-ci elle avait vraiment l'esthétique, vraiment elle était bien organisée, bien ordonnée. C'est ce qui nous a capté au fait. La 9e édition d'Africa Mousso a mis en compétition une trentaine de femmes battantes. Au-delà du Burkina Faso, plusieurs pays de la sous-région, dont le Mali et le Niger, ont pris part à cette 9e édition. Une édition qui a tenu toutes ses promesses et qui met sous les projecteurs les femmes qui font des merveilles en entrepreneuriat. Africa Mousso, l'objectif principal, c'est de mettre en lumière les femmes battantes. Ça veut dire ici au Burkina, nous avons des femmes qui font des merveilles et qu'on ne les voit pas. Vous avez vu qu'il y a des femmes, par exemple, de l'eau, qu'on les a surnommées, elles font de la pêche. C'est rare de voir des femmes qui font de la pêche. Elle est à Bagré, elle est exceptionnelle, elle pêche le poisson dans l'eau. C'est des femmes qu'il faut encourager. Elles sont au fin fond diable de nos pays, on ne les voit pas. Donc l'objectif d'Africa Mousso, c'est de les faire valoir aux yeux des projecteurs comme vous. Donc c'est mettre en lumière la femme battante au Burkina Faso et en Afrique. Ces femmes m'ont approché pour que je les soutienne. Vu que leurs visions vont en droite ligne avec celle du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, je n'ai pas hésité. Ce sont vraiment des femmes battantes. Nous les encourageons à redoubler d'efforts. Cette 9e édition de Africa Mousso, c'est aussi cette créativité des femmes en couture, mise en exergue par ces défilés de mode, et ces attestations et trophées d'honneur décernés aux partenaires et à des personnalités présentes. Point final pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.